Ils ont traversé combien de localités pour arriver jusqu'à Kati? Qui a pu prévenir? Qui a pu donner l'alerte? Est-ce que les gens les ont vus venir? Parce que les djihadistes, ils avancent en moto. Kati, ce n'est pas une brousse, ce n'est pas une forêt où les gens se cachent dans la forêt et puis ils attaquent par surprise. Ils ont traversé des agglomérations jusqu'à venir attaquer le quartier général où vivent les militaires. Est-ce que quelqu'un les a vus venir? Si quelqu'un les a vus venir, est-ce qu'ils ont lancé une alerte? Pourquoi on pose ce genre de questions? On pose ce genre de questions parce que je vous avais dit ici que les militaires, quand ils font des coups d'État, après, ils se bagarrent entre eux. Ils se bagarrent entre eux, même les civils, c'est pareil, ils se bagarrent entre eux, et à un moment donné, il se passe des choses que personne ne maîtrise. Et justement, le ministre de la Défense qui est décédé, qui est le numéro 2 de ce groupe-là, parce que ceux qui dirigent le Mali, c'est 5 colonels, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expression, c'est une pentarchie. Genre, vous voyez, on a un triumvirat, on a un quartio, on a un duo. Là, c'est une pentarchie. Une pentarchie, c'est une expression grecque qui veut dire un système de gouvernance dont la souveraineté se trouve aux mains de 5 personnes. C'est une expression religieuse qui remonte, je pense, au VIe siècle avec l'empereur Justinien. Est liée à l'Église. L'Église avec les 5 patriarcats, bon, ça, j'ouvre un peu la parenthèse pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la religion, pour les 5 patriarcats, vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est une espèce de pentarchie, c'est-à-dire, c'est un système qui se repose sur 5 personnes, qui se trouve dans les mains de 5 personnes. Donc, il y a Assimi Goïta, qui est le premier patron. Il y a le ministre de la Défense, Sadio Camara, qui est le 2e patron. Il y a le chef des renseignements, Modibo Koné, qui est le 3e patron. Et il y a le 4e, il y a le 5e. Donc, ils étaient les 5 colonels, et puis après, ils sont devenus les 5 généraux. Donc, c'est une pentarchie. Mais il s'est fait que, dans la gouvernance, au niveau de ce groupe-là, il y a eu des dissensions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et ces dissensions-là étaient liées à plusieurs facteurs. Et nous savons que le numéro 2, et c'est factuel, c'est l'architecte de l'arrivée de la Russie dans cette zone-là, parce qu'il a fait sa formation en Russie, il parle le russe, et c'est quelqu'un de très bien formé, et puis bon, c'est l'homme de confiance des Russes. Donc c'est lui qui, par son intermédiaire, que les Russes sont venus au Mali à travers Wagner, et puis maintenant Africa Corps. Et ces Russes-là, ils sont à la fois sur le terrain en tant qu'instructeurs, mais ils sont aussi dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta, en tout cas quand ils étaient venus. Entre-temps, quand des dissensions sont apparues entre le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 3 était du côté du numéro 1 contre le numéro 2. Donc le numéro 3, c'est le chef des renseignements. Donc au fil du temps, ils ont essayé d'affaiblir le numéro 2, donc Sadio Camara. Ils ont arrêté plusieurs de ses amis à travers des histoires de coups d'État, donc ils sont en prison. Les Dembélé, les Lema Sangara, tout ça, ce sont ces gars. Et on a créé une espèce de ministère de la Défense parallèle, qu'on appelle le Conseil national de la Défense à la présidence, où on prend les décisions. Et lui, il a commencé par protester. Et quand les dissensions ont commencé par s'installer, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti les Russes de la sécurité rapprochée de Assimi Goïta, et ils sont allés chercher les Turcs, avec Modibo Koné, je pense qu'il y a les Togolais aussi en savent quelque chose, donc ils ont amené les Turcs pour mettre dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta, et ils ont sorti les Russes qui sont, en tout cas, les gens de Sadio Camara. Donc ça, c'est le numéro 3. Il semble qu'il est blessé, mais personne n'a aucune assurance, on dit qu'il est rentré chez lui. Et donc, et ça, c'est la première dissension. Donc, on a fait venir les Turcs, et l'autre n'était pas très content que les Turcs soient arrivés parce qu'il est pro-russe. Et donc, on a éloigné les Russes de la sécurité rapprochée d'Assimi Goïta. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau même de la gestion du pays. Il y a une dame qui était au cœur aussi des malentendus entre eux, cette dame qui est partie de rien du tout, qui est très proche de Assimi Goïta, vous comprenez ce que je veux dire, qui est sortie de nulle part et qui a commencé par avoir des pouvoirs très importants, notamment les mines d'or, la vente de l'or à Dubaï, en passant par la Turquie et tout ça. Et cette dame a commencé par devenir une personne centrale dans les commandes d'armes, ce qui agaçait le ministre
de la défense qui se dit, mais cette dame ne connaît rien des armes, pourquoi c'est elle qui doit être au cœur de tout le dispositif sécuritaire, aller commander des armes, tout ça. C'est factuel, vous pouvez aller vérifier ça au niveau de tous les confrères du Mali. C'est factuel, c'est des informations qui étaient sur la place publique depuis. Et donc cette dame-là, qui s'appelle Batouli Niane, qui, avant le coup d'État, n'était pas connue, assez connue au Mali, elle n'était personne. Elle était mariée à un type avant, après elle a quitté le monsieur et elle s'est rapprochée des officiers. Et je vais vous montrer comment cette dame a évolué. Avant que les militaires n'arrivent, si on peut voir l'autre photo de la dame, ça c'est cette dame, c'est sa photo actuelle, et ça c'est la dame. Et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle est devenue après quand les militaires sont arrivés au pouvoir, quand elle s'est rapprochée des militaires. Donc ça c'est l'évolution corporelle de la dame, donc, que vous voyez à l'écran. Et donc, cette dame était au cœur aussi des dissensions qui s'installaient entre eux au niveau des officiers là-bas au Mali. Et donc, alors, comment se fait-il que dans cette attaque-là, telle qu'on l'a décrite d'envergure, c'est le ministre de la Défense qui était plus ou moins en bisbille avec le numéro 1, qui meurt subitement. Comment se fait-il que c'est lui? Comment se fait-il que c'est lui qui meurt? Et puis quand on dit qu'il a été sauté par... sa maison a été sautée par une voiture kamikaze, en termes d'enquête et tout ça, personne n'a vu, c'est pas une carcasse de voiture, les lieux n'ont pas été sécurisés, il n'y a pas eu de police scientifique qui a collecté des éléments qui servent à faire une enquête. Tout ça constitue plus ou moins quelque chose d'assez flou qui s'est passé avec la mort de ce monsieur-là. Alors, au niveau des Maliens lucides, les gens commençaient par émettre des hypothèses. Et quand vous vous retrouvez à la tête d'un pays avec 5 personnes qui commandent, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des clans, il y a des gens qui essaient de se piétiner et le pire peut arriver. Alors, au Togo, dans les années 93, il y a eu une attaque du camp RT par des gens qui sont venus du Ghana et qui ont réussi à contourner le dispositif de sécurité pour attaquer le RT. Mais quand ces gens ont attaqué le RT, après, il y a eu plusieurs officiers qui ont été tués, dont Amei, Tépé, Akpo, tout ça là. Et quand vous approchez les militaires togolais, il y a des gens qui vous diront, effectivement, il y a eu une attaque, mais on a l'impression qu'on en a profité pour liquider quelques officiers qui, à un moment donné, il y a des gens qui n'en voulaient plus. Et donc ces gens-là, leur mort a été mis sous le dos des assaillants qui sont venus de l'extérieur. C'est un mode opératoire qu'on connaît. Maintenant, là où c'est intéressant, pourquoi j'en parle et c'est intéressant, et c'est cette partie que je voulais développer. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas trop entendu le Togo. Mais je m'en vais poser une question aux autorités togolaises. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des troupes au Mali? Est-ce qu'à l'heure où je parle, est-ce que le Togo a des troupes au Mali? Dans l'entourage immédiat d'Assimi Goïta. Est-ce qu'à l'heure où nous faisons cette émission-là, est-ce que le Togo a quelques soldats au Mali? À l'heure où nous parlons, est-ce qu'on a des soldats au Mali? Et si on a des soldats au Mali, c'est des hypothèses, c'est des questions que je pose. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Est-ce qu'il y a un accord militaire qui lie le Togo et le gouvernement malien? Et s'il y a des soldats togolais qui sont dans l'entourage immédiat de Assimi Goïta avec les Turcs, qu'est-ce qu'ils font au Mali? Ils font de la formation ou bien ils font dans la garde rapprochée du premier responsable du Mali? Où se trouve à l'heure actuelle le lieutenant-colonel Tchamien, Sommier, dit et Adema?
c'était le patron du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste qui est logé à l'aéroport. Il est où actuellement? Il est en mission où? Est-ce qu'on peut clarifier l'opinion? Il est en mission où? Et tout le monde connaît la carrière de cet officier-là. Son père était major d'homme de Yadema. Il a fait les Fofat, il était avec Pacha, il a balancé Pacha. Et puis après, on lui a fait la promotion. Il est devenu le patron des Gilat. Ils ont participé à réprimer les gens à Lomé pendant les manifestations. Il est connu pour être quelqu'un de très répressif, sanguinaire. Et après, il a un peu disparu. Mais il est où actuellement? Est-ce qu'il est au Mali? C'est des questions que je pose. Hein. S'il est au Mali avec quelques soldats de son unité, l'unité antiterroriste, ils font quoi là-bas? Dans la garde rapprochée d'Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ce sont des questions que je laisse à l'appréciation de tous les Togolais. Ceux qui savent aller chercher les informations. Au Togo, c'est un petit pays. Beaucoup de gens ont de la famille dans l'armée. Vous pouvez aller faire vos propres recherches, faire vos recoupements, interroger vos frères et sœurs, vos familles, vos amis, pour savoir si vous avez des frères qui sont dans l'armée et qui sont actuellement en mission quelque part. Donc, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais je vous donne des clés pour que vous puissiez faire une analyse dépassionnée de la situation et comprendre les enjeux de ce qui est en train de se passer actuellement là-bas. Donc, je suis parti de ces bisbilles entre ces officiers-là, avec la mort assez bizarre du ministre de la Défense, pour arriver à cette histoire de concurrence entre Russes et Turcs. Les mercenaires turcs, c'est la version Wagner de la Turquie, et ils appartiennent au groupe Sadat. Et nous avons déjà écrit des articles sur ce groupe-là sur notre site internet. Si vous retournez sur notre site internet, vous allez voir qu'on a écrit plusieurs articles sur ce groupe turc Sadat. C'est un groupe de mercenariat version Wagner turc. C'est eux qui sont au nord du Togo aussi en partie et qui aident nos autorités à contenir l'avancée des djihadistes. Et c'est une partie de ces groupes-là qui est aussi dans l'entourage aujourd'hui immédiat de Assimi Goïta comme sécurité rapprochée. Alors, est-ce qu'il y a des Togolais là-bas qui sont mélangés à eux? Est-ce que donc chacun peut chercher, il n'y a pas que nous qui devons apporter les informations, chacun peut chercher pour voir si ce que je dis, il y a des faisceaux d'informations qui sont vraies ou qui sont faux. Donc voilà, je laisse la chose comme ça pour que chacun puisse aller chercher. Et dès que vous aurez des informations, cela vous amènera à faire vos analyses de façon lucide et dépassionnée. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, on quitte le Mali, on revient au Togo. Alors, Faure Gnassingbé était au comment ça s'appelle ça? Kirghizistan, voilà. Bon, on l'appelle comme vous voulez. Kirghizistan, voilà. Il était au Kirghizistan. Je ne sais pas si tout le monde arrive à prononcer facilement le nom de ce pays-là. Alors, quand je prends le tableau de bord de Kirghizistan, excusez-moi, sur ce point-là, je suis en train de bégayer un peu. Un instant. Kirghizistan. J'ai pas bien fait l'alphabet à l'école, donc parfois. Alors, je fais un peu le tableau de bord du Kirghizistan. Alors, le Kirghizistan a pour particularité politique, c'est une république qu'on appelle la république kirghize et qui a un cadre démocratique représentatif avec un système présidentiel où le président est le chef de l'État et on a le président du conseil des ministres qui est le chef du gouvernement. Donc, ils ont un PC là-bas. Là-bas, ils ont un PCM, ils ont un président de la République. Donc, ils ont leur Sanvi de Tove là-bas et ils ont leur PCM.
Voilà, ça c'est le système politique. Je ne sais pas si ça a évolué, mais ouais, c'était le système politique qu'ils avaient. Donc ils ont leur PC et ils ont leur PCM. Le président de la République plutôt, PR et le PCM. Mais c'est le PR qui a accueilli Faure Gnassingbé. Le Kyrgyzstan est un pays qui est caractérisé par un développement économique insuffisant, des infrastructures défaillantes, des perspectives d'emploi limitées. Le pays connaît un taux de criminalité élevé, une corruption endémique et un climat d'insécurité patent. Donc ça, c'est le tableau de bord de ce pays d'Asie centrale qui était anciennement une république de l'URSS. Et c'est notre PC qui nous fait découvrir le Kyrgyzstan. Voilà. Et donc, au lendemain de l'indépendance, ou bien le jour même, le soir même après le meeting et après le défilé, ils sont partis au Kyrgyzstan et ils nous disent que c'est une visite, voilà, Asie centrale. Au niveau de, vous avez le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, vous avez 7 pays qui se terminent par Stan. L'expression Stan, c'est le pays de, c'est comme on dit chez nous, Yaokope, c'est pas Amouzukope, Amouzukondi, quelque chose comme ça. Donc les Stans, c'est genre les copés. C'est comme vous allez en Côte d'Ivoire, chez nos frères baoulés, on dit Yamsokro. Yamsokro, Kro veut dire village en fait. Voilà, Yamsokro, Kwasikro, tout ça là. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc les Stans veut dire pays de. Donc Ouzbékistan, pays des Ouzbeks. Et Tadjikistan, pays des Tadjiks. Donc Afghanistan, pays des, voilà, des Afghans. Donc ils sont partis au Kyrgyzstan, qui est au fin fond de l'Asie centrale là-bas, un pays montagneux. Et avant de partir, ils nous disent que c'était pour aller nouer des partenariats et tout, ils ont sorti un communiqué. Alors, on va voir comment ils sont partis au Kyrgyzstan, avec qui ils sont allés là-bas. Donc, ils sont allés là-bas, voilà, Faure est allé là-bas avec 12 ministres, en tout cas ce que j'ai compté, ici c'est 11, mais on va les compter ensemble, hein, avec 12 ministres. Ils disent qu'ils sont allés là-bas pour nouer des partenariats dans plusieurs domaines, hein, pour des échanges économiques, pour ci, pour ça, et tout, et tout, et tout. Le Kyrgyzstan, c'est un pays qui est très pauvre. Même si nous étions bien gouvernés, on pourrait même leur donner de l'argent parce que nous avons plus de ressources qu'eux, ils n'en ont pas. Non, on peut ramener l'ancienne photo technique, ramener l'ancienne photo. Donc, ensemble, on va compter les ministres qui étaient de la délégation. Donc, on a un ministre, on a 2, on a 3. Parmi ceux qui sont en train d'applaudir là, hein, les applaudimètres là, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10, il y a 11. Sur cette photo, ils sont 11. Sur cette photo, ils sont 11. Mais sur une autre photo, ils sont 12. Donc, on va voir l'autre photo, la seconde photo. Donc, voilà la seconde photo. Ici, on voit pratiquement qu'ils sont 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même 13. Ils sont 13. C'est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la moitié du gouvernement togolais, pratiquement, hein, la moitié du gouvernement togolais, plus les gardes-corps de Faure Gnassingbé, se sont déplacés au Kyrgyzstan, un pays qui est légèrement un peu plus pauvre que le Togo, parce que dans l'indice humain du développement, le Kyrgyzstan est 118e et le Togo est autour de 160e. Donc, ils sont légèrement un peu plus pauvres que nous. C'est parce que, bon, ils sont là-bas que ça paraît qu'ils ils ont la peau claire, que les gens pensent qu'ils ont l'argent. Si nous, on était bien gérés, on peut leur donner l'argent. Mais c'est là-bas qu'on est parti avec 12 ministres, 13 ministres, plus d'autres collaborateurs des gardes-corps. En ces moments de difficultés financières, où les fonctionnaires n'ont même pas été payés avant-hier. Les fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er mai, je vais revenir là-dessus, sauf les corps habillés, mais les fonctionnaires n'ont pas été payés. On prend 13 ministres, pour aller faire du tourisme dans un pays clandestin, Kyrgyzstan, pour à la fin nous dire qu'on a noué des partenariats, exemption de visa de service, de passeport de service,
collaboration avec l'enseignement, ici, 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 ici et ça. Vous savez combien coûte un billet d'avion classe affaires en ce moment-ci? Lomé, Paris, Lomé. À l'heure où nous parlons, classe affaires, on ne parle pas encore de Lomé, Paris, Kyrgyzstan. Hein. Lomé, Paris, Lomé, il faut minimum 3 millions, un peu ou un peu plus. Classe affaires. Si le ministre est en première classe, on est pratiquement à 4 millions. Lomé, Paris, Lomé. Classe affaires, on est pratiquement à 3 millions. Air France, à l'heure où je vous parle, en cette période-là. Donc, seulement Lomé, Paris, vous voyez, 13 ministres fois 3 millions. Vous avez déjà un peu le montant qu'ils ont englouti dans une partie de ce voyage. Et maintenant, vous prenez le billet de Paris au Kyrgyzstan, parce que de Paris au Kyrgyzstan, il faut 11 heures de vol, avec 2 escales parfois. Donc, vous avez, pour tout dire, pour chaque ministre, le billet d'avion a coûté pas moins de 5 millions pour faire ce voyage-là, aller-retour. Il y a le séjour, l'hôtel, il y a les frais de mission, il y a la nourriture, il y a les cadeaux. Dans un pays où il n'y a pas d'argent pour faire des forages pour que les gens boivent de l'eau. Dans un pays où les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Dans un pays où les fonctionnaires ne sont pas payés à l'heure où je vous parle. Dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Dans un pays où les étudiants ont des difficultés à avoir des bourses. On prend 13 ministres. Je ne parle pas du reste de la délégation. On prend 13 ministres comme ça et on va dans un pays clandestin qu'on appelle Kyrgyzstan. Pour à la fin nous dire qu'on est allé signer des conventions d'exemption de visa pour les fonctionnaires, visa, je ne sais pas, passeport ordinaire, et qu'on a signé des conventions sur le numérique, on a signé des conventions sur l'enseignement. Mais diable, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le pays? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le Togo? Et parmi tous ces gens-là, il n'y a personne, parce qu'il y a des économistes là-bas, il y a des gens qui sont outillés là-bas, il n'y a personne pour dire à M. Fonia Singbe, nous ne pouvons rien attendre de ce pays-là. Vous allez chercher quoi dans un pays comme ça? Un pays clandestin. Sauf si vous partez là-bas, chercher l'exemption des visas de service pour aller cacher quelque chose plus tard là-bas. Parce que c'est aussi ça la réalité. Quand on dit ils ont signé des accords pour l'exemption des visas, pour les passeports de service, peut-être qu'ils veulent transporter quelque chose pour aller cacher là-bas après. C'est ça qui est caché derrière cette histoire d'exemption des visas pour les visas de service. Parce que je ne sais pas ce que ce voyage-là va rapporter au Togo avec autant de ministres que vous avez mis dans l'avion pour partir. En dehors du fait que Faure lui-même, il a pris son jet privé avec ses majordomes, ses gardes-corps, certains de ses intimes, les gens qui sont dans son intimité immédiate. Et les ministres, eux, ils prennent un vol commercial. Et vous imaginez ce que ça coûte aux caisses de l'État. Pendant que le trésor à Lomé n'arrive pas à payer les entrepreneurs. Les factures des gens dorment au trésor. Les gens qui ont fait des prestations pour l'État. Les communes attendent de l'argent pour déployer leur programme. Il n'y a pas d'argent au trésor. Depuis jeudi, il semble que les gens appellent le directeur du trésor pour savoir quand est-ce qu'ils seront payés. Le directeur du trésor, il est injoignable parce qu'il n'y a pas d'argent. Et vous allez trouver de l'argent avec 13 ministres pour aller au Kyrgyzstan. Maintenant, une autre question. Pourquoi dans ce groupe-là, il n'y a aucun homme d'affaires? Si c'était pour aller négocier les partenariats pour les opérateurs économiques entre le Togo et le Kyrgyzstan, on sait que les partenariats, c'est les hommes d'affaires qui les portent. Pourquoi il n'y a aucun homme d'affaires qui était de cette délégation? Parce qu'on a un patronat. On a la chambre du commerce. Si du côté de la France ou des États-Unis, à chaque fois que le président se déplace, il se déplace avec les grands du MEDEF. Quand le président Macron arrive quelque part, la moitié de l'avion est remplie des hommes d'affaires français. C'est pareil pour les États-Unis, c'est pareil pour le Canada. Quand ils arrivent quelque part, c'est que 3 mois avant, il y a eu des discussions préalables. Le président vient, on signe les accords pour Bolloré, on signe pour Bouygues, on signe pour Alstom, on signe pour les grands firmes pharmaceutiques, on signe. Où sont les hommes d'affaires qui étaient de cette délégation? Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun homme d'affaires qui était de cette délégation. Ce sont les ministres qui sont devenus les hommes d'affaires au Togo.
Ce sont les ministres qui sont devenus des hommes d'affaires au Togo. Il y a un patronat au Togo. Il y a la chambre du commerce. Est-ce que vous avez demandé que le patronat mette à votre disposition quelques hommes d'affaires et une fois au Kirghizistan, puisque le Kirghizistan est devenu un pays modèle pour vous, vous les mettez en contact avec les autres hommes d'affaires de ce pays-là pour qu'il puisse y avoir des échanges qui sont profitables au pays. Vous prenez 13 ministres, presque la moitié du gouvernement, pour aller faire une promenade de santé dans un pays au fin fond de l'Asie centrale. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Faure est parti inaugurer et déposer des germes. Il est parti visiter une usine de cahiers. On va regarder ça. Ils sont partis visiter une usine de cahiers. Voilà. Ils sont allés ici pour visiter une usine de fabrication de cahiers. Vous voyez les machines d'imprimerie là? Les machines d'imprimerie là. On a ça à Lomé, plein. C'est avec ça qu'on fait les journaux à Lomé. Donc Faure est parti visiter une usine de fabrication de cahiers au Kirghizistan. Le cahier que Imprimerie Semeuse fabrique au Togo depuis les années 79-77 là. Les cahiers que Imprimerie la Semeuse. Il y a d'autres imprimeries même à Lomé. Mais c'est Semeuse que je me rappelle de Semeuse. Cahiers que Imprimerie Semeuse fabriquait à Lomé depuis les années 77. Donc, Sympato aussi, voilà. Les imprimeries qui fabriquaient les cahiers à Lomé avant. Donc, Semeuse, Sympato et tout ça. Donc, le cahier que des imprimeries fabriquées à Lomé, c'est ça qu'ils sont allés visiter dans un entrepôt au Kirghizistan pour nous dire que le président allait visiter une usine. Mais Togo imprimerie, on fabrique des cahiers, alors? Ils fabriquent des cahiers, non? Les cahiers que vous voyez là, c'est quel genre de cahiers que les imprimeries togolaises ne fabriquaient pas? Et c'est des choses comme ça que vous allez visiter au Kirghizistan. Et dit Togo est devenu quoi? On fabriquait des cahiers, et dit Togo. On fabriquait des cahiers à la Semeuse, à Sympato, tout ça. Pour vous dire que, franchement, je ne sais pas. On a l'impression que les gens ne savent plus quoi faire du pouvoir qu'ils ont confisqué. Il faut que de temps en temps, ils puissent sortir, faire des petits trucs pour qu'on dise qu'ils travaillent. Alors qu'en réalité, ils ne travaillent pas. Ils sont en train de tourner en rond. Donc, on prend le peu d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. On va faire un peu de tourisme quelque part. On prend des images. Et puis, on revient. On dit oui, on est parti dans un pays comme ça. Comme vous aimez des pays comme ça, il faut visiter le reste. Et le reste là, les pays en ce temps-là, ils sont 7. Donc, il y a l'Afghanistan, donc vous devez visiter ça aussi. Il y a le Kazakhstan, vous devez aussi aller là-bas. Il y a l'Ouzbékistan, vous devez aller là-bas. Il y a le Pakistan, il faut que vous allez là-bas aussi. Il y a le Turkménistan, il faut que vous allez là-bas aussi. Et il y a d'autres pays comme ça, d'autres régions aussi. Le Tartarstan, c'est au fond de la Russie là-bas. C'est une région, il faut aussi aller là-bas, puisque vous aimez l'estan. Il y a le Baloutchistan. Le Baloutchistan, c'est entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il faut aller aussi là-bas. Il y a le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un pays que j'aime bien. C'est un royaume qui est au fin fond de l'Himalaya, avec un aéroport qu'on appelle le Lukla, qui est un aéroport le plus dangereux au monde, mais très intéressant. Donc, quand vous êtes en tourisme, il faut aussi programmer, aller dans ces pays que je viens de citer là. Tartarstan, Baloutchistan, Bhoutan, Turkménistan, Tadjikistan. Et c'est après avoir visité tous ces pays-là que vous allez venir développer le Togo. Vos voisins qui sont à l'est là, et vos voisins qui sont à l'ouest là, ils ne sont pas allés là-bas avant de faire des merveilles. Les Ghanéens ne sont pas allés là-bas avant de construire des échangeurs à 5 niveaux et de construire des universités modernes, des routes, des hôtels et tout. Les Béninois, ils ne sont pas allés au Tartarstan avant de développer leur pays. Donc arrêtez de faire du cinéma. Arrêtez de faire du cinéma. En temps normal là, nous-mêmes les Togolais là, on peut nourrir les gens du Kirghizistan. Parce que les gens qui sont là-bas là, c'est eux qui font les petits boulots en Russie. C'est eux qui font les jobs en Russie, parce que c'est une ancienne république soviétique. Les gens qui sont au Kirghizistan là, c'est eux qui font les petits boulots en Russie. C'est des gens qui sont très pauvres. C'est parce qu'ils ont la peau claire, comme on est décomplexés là. Quand on a dit on va aller là-bas, non. C'est des gens qui sont très pauvres. Et si le Togo était un pays bien géré, on aurait même pu donner de l'argent et de la nourriture à ces gens-là. Mais c'est là-bas qu'on va pour aller signer des soi-disant accords. On voit là-dedans ministre
de l'éducation, ministre du numérique, quel ministre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir chez ces gens-là avant de travailler? Bon, je pense que Daghestan, voilà, vous pouvez, ils peuvent visiter tous ces pays-là. Ouais, tout ce que vous voulez, Togostan, tout ça là, ils peuvent aller visiter tout ça. C'est quand ils vont faire le tour du monde de tous ces pays-là, ils n'ont qu'à venir développer le Togo. C'est des comédiens. C'est des comédiens. On vous dit de lutter contre la corruption, de mobiliser les ressources internes pour construire les écoles, les routes, pour mettre les gens dans de bonnes conditions, donner de l'argent aux militaires, augmenter les salaires, vous détournez de l'argent et vous allez vous promener dans le monde et vous prenez des photos comme ça, 13 ministres. Et vous rentrez comme ça au pays, vous ne faites de compte à personne. Vous n'avez fait de compte à personne. Quand vous êtes parti dans vos histoires de Kyrgyzstan, là, vous êtes revenu là, vous avez fait les comptes à qui? Vous n'avez amené aucun opérateur économique dans ce voyage, aucun homme d'affaires togolais, rien du tout. Mais c'est l'argent des impôts que vous utilisez pour faire ce genre de voyage. Tous ces ministres qui sont partis là, ils ont eu des frais de mission. Ils ont dormi dans les grands hôtels. Ils ont pris les billets d'avion classe affaires. Certains ont même pris peut-être même première classe. Tous ces ministres qui sont alignés là, tous ces gens-là, regardez-les, comment ils sont alignés. 13 ministres. Mais en tant que million au moins, ça dit, on était au 1er mai, la veille du 1er mai. Aucun de ces ministres n'est resté pour discuter avec les fonctionnaires de leur département, pour discuter de la condition des travailleurs. Ils sont tous partis. 13 ministres, ils sont partis. Ils sont partis en prenant des billets d'avion très chers. Le séjour, les hôtels, la nourriture, les frais de mission. Pour un pays qui a des difficultés. 13 ministres. Pour aller, ils ne sont même pas allés aux États-Unis. Pourquoi on dit que c'est aux États-Unis, au moins on va avoir de l'argent. Ils ne sont pas allés en Chine. Au moins pourquoi on dit qu'en Chine, on va avoir de l'argent. Ils ne sont pas allés à Singapour. Ils ne sont pas allés à Dubaï. Ils ne sont pas allés aux Émirats Arabes Unis. Ils ne sont pas allés au Qatar. Pourquoi on dit que c'est des pays qui sont financièrement solides. Et dans ce voyage, il va nous rapporter de l'argent. Ils sont allés au Kyrgyzstan. Un pays que nous-mêmes on peut nourrir. Un pays que le Togo même peut nourrir. Mais c'est incroyable. Quand Mme Nyakade disait que Faure n'a aucune vision, voilà. Et elle a raison. Tout ce qu'on voit là, c'est une communication qu'ils sont en train de faire. Mais on est sur place, on ne bouge pas. On dépense même de l'argent. On met l'argent dans un puissant fonds. Pour aucun résultat. Les Béninois n'ont pas besoin d'aller là-bas pour développer leur pays. Les Ivoiriens non plus, les Ghanéens non plus. Continuez pas à aller dans les pays comme ça. Kyrgyzstan. Bon, j'ai fermé cette page. Alors, on va revenir au discours de M. Faure Gnassingbé. Si vous trouvez un pays qui s'appelle comme ça, il faut leur envoyer. Ils vont aller. Vous trouvez un pays qui finit par Stan, il faut leur envoyer ça, la localisation. Ils vont aller. Puis ils n'ont rien à faire à Lomé. Donc, quand ils trouvent un pays bizarre comme ça, ils disent, bon, préparez l'avion, on va aller quelque part là-bas. Voilà, c'est tout. Et des fous, franchement. Alors, Faure Gnassingbé s'est adressé au peuple togolais le 27 avril. On va lire un peu quelques slides de ce qu'il a dit et on va faire quelques commentaires. La veille, je vous avais déjà dit, c'était le jour du 27 avril, je vous avais dit qu'on est indépendant en rien. Tous les pans de notre économie se retrouvent dans les mains des multinationales, des étrangers. Les Togolais sont devenus